Bonjour Jean-Louis Roy. Bonjour. Vous avez dirigé l'Agence de la francophonie, vous avez dirigé le journal québécois, le quotidien Le Devoir. Vous avez également été le délégué général du Québec à Paris, l'ambassadeur du Québec à Paris longtemps. Et vous publiez un livre sur la diversité culturelle, la nouvelle carte du monde. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui, Jean-Louis Roy? Vous nous dites qu'il y a une nouvelle carte économique du monde et il y a aussi une nouvelle carte culturelle. Rien n'est plus comme avant. Voilà. Ce que je dis, c'est sous ce monde nouveau où il y a basculement de la richesse de l'Ouest vers l'Est, la montée d'Internet. Internet, c'est extraordinaire. Il y a 5 milliards de personnes qui vont appartenir à Internet dans 20 ans. Il n'y en avait pas il y a 20 ans. C'est un autre monde complètement. Alors, il y a une nouvelle carte économique du monde. Tout le monde le sait. Une carte financière, une carte commerciale du monde. La Chine, le Brésil, les pays émergents. Y a-t-il une nouvelle carte culturelle? Est-ce que cette carte culturelle dépend du développement économique? Est-ce qu'il y a un lien réel? L'impact, la force des pays? Il y a un lien réel. La capacité d'investir dans la culture des gouvernements émergents, qui sont devenus les gouvernements parmi les plus riches du monde, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Pensons à la Chine. La capacité de l'État chinois d'investir, de l'État fédéral chinois, mais les provinces chinoises, les grandes villes comme Shanghai, ils ont créé 400 musées dans les 3 dernières années. C'est extraordinaire. 78 chaînes de télévision se sont créées depuis 1 an et demi en Chine. La capacité d'investir des États dans la culture, mais aussi la capacité des secteurs privés de ces pays d'investir dans la culture. Ça veut dire que ces pays changé profondément. Ces nouvelles puissances du monde investissent massivement dans la culture. Pourquoi le font-ils finalement? Ils le font pour 2 raisons. Ils le font d'abord pour leurs propres citoyens. Il y a maintenant des classes moyennes dans ces pays qui consomment les biens culturels, la peinture, la sculpture, le cinéma, le vidéo, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a une demande culturelle. Deuxièmement, c'est un grand secteur de l'économie aujourd'hui, la culture. C'est-à-dire qu'on investit dans la culture pour développer le pays? Ah oui, absolument. Comme on fait nous-mêmes. Oui. Comme on fait de moins en moins en Europe. Parce que, au contraire, en Europe, par exemple, les budgets culturels sont en baisse. Voilà. On fait des économies. Voilà. La situation de l'économie en Occident en général, c'est vrai, c'était vrai aux États-Unis dans les dernières années, même s'il y a une remontée de l'économie américaine en ce moment, et en Europe, vous le savez mieux que moi, fait que on a dû resserrer et on a visé les budgets publics et on a visé le secteur culturel d'une façon invraisemblable. Donc on considère que la culture est une dépense, n'est pas un investissement, n'est pas un moyen de développement économique? Voilà. On croit qu'il y a des fragments des budgets culturels qu'on peut mettre de côté pour un temps et que ça n'aura pas de grands effets. J'entendais l'autre jour quelqu'un, ici à Paris, quelqu'un dire on coupe énormément sur l'investissement dans le patrimoine. Mais pourquoi les touristes, les 60 millions de touristes qui viennent dans ce pays, viennent en France? C'est pour le patrimoine, on ne peut pas laisser aller ça. C'est de l'économie aussi. Donc vous dites on est en train de se tromper en Occident, tandis que les nouveaux pays émergents, et vous dites évidemment dans 25 ans, 80% de la population mondiale vivra en Asie et en Afrique, tandis que dans ces pays-là, on a compris que la culture, c'est l'avenir. On a compris qu'on ne peut pas faire l'avenir, en tout cas, sans investir massivement dans le domaine de la culture, parce qu'il y a une grande demande, je le répète, et deuxièmement, parce que c'est intimement lié à l'économie. La création d'emplois, développement technologique, vente des produits culturels. Le cinéma français se vend dans le monde. Le cinéma indien se vend aussi. Il y a la vente des produits culturels. Le monde est devenu un grand marché pour les cultures du monde. Et alors, l'Afrique, un mot quand même. Qu'est-ce que l'Afrique fait dans ce concert des nations, dans cette nouvelle carte finalement du monde? Est-ce que l'Afrique culturelle est bien là, bien présente? Je crois qu'on connaît l'Afrique tous les deux et qu'on sait qu'il y a un bouillonnement culturel extraordinaire en Afrique. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Dakar, vous êtes à Ouaga. Il y a plein de jeunes troupes de danse, de théâtre. Ça n'émerge pas encore, c'est ça la vérité. Ça n'a pas l'impact international que pourrait avoir la culture ailleurs. Il y a des individus qui émergent. Des Youssou N'Dour, il y en a d'autres. Il y a des cinéastes qui émergent encore, c'est difficile. Abderrahmane Sissako, nominé évidemment aux Oscars, au César. Mais ça reste encore extrêmement limité. Je crois que la demande intérieure n'est pas encore très forte, numéro 1. Et deuxièmement, il y a les problèmes aussi des budgets publics. Ça prend des ressources publiques considérables. L'Afrique bouge au plan économique, on a des taux de croissance de 5,8, 6,5. Donc la masse budgétaire s'enrichissant. J'espère qu'il y aura des investissements. Mais c'est sûr que l'Afrique est encore un domaine où il y a de la production. Il y a même des pays que je voudrais singulariser, le Nigeria, qui est le 2e producteur de cinéma au monde. Bon,
Tout le monde se méfie de cette phrase. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont une Netflix, un système de vente sur Internet de leur cinéma. Et ça se vend dans toute l'Afrique, ça se vend dans toutes les diasporas. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire finalement, Jean-Louis Roy, à travers cette nouvelle carte du monde, cette nouvelle carte culturelle du monde, sur laquelle vous attirez l'attention, vous voulez dire quoi en fait? Vous voulez dire qu'il y a des gagnants, il y a des perdants? Je veux dire l'espace culturel mondial est transformé d'une façon presque aussi profonde que l'espace économique l'a été dans les 25 dernières années. Émerge aujourd'hui une nouvelle carte. Il y a des joueurs culturels nouveaux, en grand nombre. La production de services culturels et de biens culturels en volume, en diversité, et n'arrête pas de changer dans le sens d'un progrès, d'une augmentation. Et que nos cultures à nous, les cultures occidentales, devront s'habituer à vivre avec des cultures asiatiques. C'est une bonne chose finalement. C'est une bonne chose pour la diversité. C'est une très bonne chose pour la diversité. En même temps, on vient de le dire, c'est aussi le lieu de protection des marchés, etc. La Chine, par exemple, protège son marché intérieur, et ce n'est pas n'importe quel marché. 600 millions de Chinois qui sont maintenant des classes moyennes. Ça veut dire Donc, il va y avoir une lutte économique dans cette diversité culturelle. Mais sur le fond, la capacité de l'humanité de se montrer telle qu'elle est, diverse, provenant de civilisations extrêmement diversifiées, etc., pour la première fois, cette capacité est vraiment réelle, est vraiment réelle. Ça veut dire que l'image, Jean-Louis Roy, où on dit la mondialisation, on dit finalement il y a une uniformisation de la culture à travers la planète, c'est faux, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. C'est un très gros mensonge. N'allez pas dire ça à Shanghai, n'allez pas dire ça aux Indes ou au Brésil ou au Mexique, etc. La diversité du monde n'a jamais été aussi visible et on la verra de plus en plus parce que la capacité de produire des biens et des services culturels n'est plus notre privilège à nous, les Occidentaux, est maintenant universel. Merci beaucoup Jean-Louis Roy. Bienvenue dans le siècle de la diversité. La nouvelle carte culturelle du monde est publiée chez Stanké. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci beaucoup.